ce sommet des ministres des Affaires étrangères de se tenir. Merci aussi et surtout à tous les alliés de l'OTAN, en particulier à la République tchèque, et ce depuis 25 ans. La Tchéquie est un allié précieux qui contribue à notre défense commune de manière significative et à notre cause commune dans la défense de nos valeurs communes. Je tiens également à remercier le secrétaire général Jens Stoltenberg, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je tiens à le répéter. Sa vision, sa ténacité, son leadership dans cette alliance ont été cruciales au cœur d'une décennie tendue. Tout cela a été remarquable. Il y a davantage de leadership que nous attendons de sa part en amont du sommet de Washington. On ne peut pas exagérer l'importance de cette période pour la sécurité mondiale. Au cours des semaines écoulées, Poutine a intensifié son offensive près de Kharkiv, dans le nord-est. Les Ukrainiens continuent à faire preuve d'un courage extraordinaire dans leur résistance. Le Kremlin a également intensifié ses cyberattaques contre des États sur la ligne de front, des membres de l'OTAN. Le Kremlin sabote des usines et des lieux de stockage, déplace des bouées et des zones frontières et des marquages de frontières dans les États baltes, et ainsi de suite. À chaque rencontre d'aujourd'hui, chacun aujourd'hui a été véritablement saisi par l'intensification des cyberattaques russes. Nous savons ce qu'ils cherchent à faire et nous allons riposter individuellement et de manière commune, si nécessaire. Les enjeux ne sauraient être plus hauts qu'en ce moment. Si les Russes peuvent s'en sortir de manière impunie, ils ne s'arrêteront pas en Ukraine. Il y aura d'autres agresseurs au niveau mondial qui en prendront bonne note et qui se lanceront dans leur propre guerre d'agression. En continuant à renforcer l'Ukraine, en renforçant notre détermination et en permettant à l'Ukraine de se défendre, eh bien, nous renforçons également la sécurité des États-Unis, de l'Europe et également des pays du monde libre dans le monde entier. J'étais à Kiev il y a quelques semaines et j'ai dit une chose importante sur place. J'ai dit que l'Ukraine n'était pas seule. L'Ukraine n'est pas seule. Les Ukrainiens continuent à se battre pour leur liberté, pour leur indépendance, pour leur prospérité, pour leur avenir démocratique, un avenir au sein duquel ils décident pour eux-mêmes. Et ils ne sont pas seuls dans ce combat. Les États-Unis les soutiennent, les alliés de l'OTAN les soutiennent, ainsi que d'autres pays au-delà de l'Alliance avec eux. Et je tiens à le dire de nouveau et de manière forte au milieu des alliés de l'OTAN, depuis que le volet d'aide supplémentaire de 60 milliards a été voté par le Parlement américain avec un soutien bipartisan, nous avons pu envoyer des dizaines de milliers d'obus, des obus de chars, des capacités anti-aériennes qui font une différence sur le champ de bataille. Nos partenaires accélèrent leur propre livraison à l'Ukraine. Ils font davantage que ce qui était attendu d'eux. Hier, nous avons vu que la République tchèque achète des obus dans le monde entier, ainsi que des blindés, pour les livrer à l'Ukraine. L'Allemagne fournit des nouveaux missiles Patriot, la Suède davantage de véhicules blindés de combat d'infanterie, davantage d'obus, et la liste est longue. Grâce à la bravoure des Ukrainiens et grâce à ce soutien persistant de la part des partenaires et des alliés, le front du Nord-Est est en train de se stabiliser et l'Ukraine parvient à repousser la flotte russe de la mer Noire et elle parvient à exporter via la mer Noire davantage qu'avant la guerre d'agression russe en février 2022. Donc des succès ukrainiens en mer Noire. C'est une époque charnière, un moment charnière, et le travail de l'Alliance, le sommet qui aura lieu à Washington, sont plus importants que jamais. Je tiens à le dire, nous allons donc accueillir nos alliés à Washington. C'est le 75e anniversaire de l'Alliance, la plus réussie de l'histoire. Nous allons le célébrer. Au-delà de cela, nous allons nous concentrer sur le travail qui reste à faire pour faire en sorte que cette alliance serve avec autant d'efficacité pour les 75 années à venir, pour relever les défis du monde à venir. Nous avons passé aujourd'hui des heures, me semble-t-il, très productives pour finaliser un certain nombre d'engagements
avant le sommet. Je tiens à dire qu'au moment même où nous parlons, à Washington, cette alliance nous semble plus grande que jamais. Avec 2 nouveaux membres, elle est plus forte, plus résiliente et plus unie que jamais. Au sommet, nous allons agir concrètement pour rapprocher l'Ukraine de l'OTAN et il faut qu'il y ait un pont vers une voie vers l'accession qui doit être forte. L'OTAN va aider à renforcer l'Ukraine et à construire ses propres forces afin de dissuader davantage d'agressions. Nous allons avancer l'intégration de l'Ukraine avec l'OTAN. 32 pays négocient de manière individuelle des accords de sécurité bilatérales. Avec l'Ukraine, 13 ont déjà été conclus. Je pense que davantage seront signés d'ici le sommet. Nous allons les rassembler pour montrer la force de cet engagement. Parallèlement à cela, un certain nombre d'alliés cherchent à faire davantage. 2/3 des alliés sont en voie de réaliser l'objectif des 2% et il y en aura davantage à l'avenir. En 2020, nous en étions à 11 membres à 2% de leur PIB en dépenses de défense. D'ici la fin de l'année, nous devrions être à plus de 20. Nous allons également travailler à renforcer la dissuasion et la défense collective de l'Alliance. Nous augmentons nos capacités de production, nous renforçons nos bases industrielles de défense. Il y a d'autres et de nouveaux plans régionaux de défense pour définir pour définir les tâches de chaque allié pour défendre chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Et nous cherchons à renforcer la coopération entre l'OTAN et des partenaires, notamment au niveau de l'Union européenne et dans l'Indo-Pacifique. Les alliés ont été saisis aujourd'hui par l'intensification des menaces hybrides venant de la Russie. Les alliés ont également été saisis par le soutien chinois à la base industrielle de défense russe. La Chine, actuellement, ne fournit pas d'armes à la Russie, mais la Chine fournit des éléments critiques qui permettent à la Russie d'accélérer sa propre production de blindés, de munitions, d'obus. 75% des machines-outils qu'importe la Russie viennent de Chine. 90% des composantes microélectroniques importées par la Russie viennent de Chine. Et tous les alliés nous ont dit aujourd'hui qu'ils étaient préoccupés à ce sujet. Cela m'a renforcé dans ma conviction de ce que j'ai dit à mes collègues chinois à Pékin. D'un côté, la Chine ne peut pas vouloir renforcer ses relations avec les pays européens tout en soutenant et en alimentant la plus grande menace vis-à-vis de la sécurité européenne depuis la fin de la guerre froide. Nous n'avons aucune illusion quant aux défis que nous affrontons actuellement, ainsi que ceux qui nous attendent dans les semaines et mois à venir. Mais il y a 25 ans, lors de l'accession de la République tchèque à l'Alliance, Madeleine Albright, originaire de République tchèque, ma prédécesseur, a dit « Lorsque nous sommes unis, aucune force sur Terre n'est plus puissante que notre solidarité au nom de la liberté. » Et cette conviction, je l'ai exprimée aujourd'hui, elle a été renforcée par ce que j'ai entendu de la part de mes alliés, et cela va également être renforcé à Washington. Cette alliance a travaillé 75 ans, elle a défendu nos valeurs pour 75 ans, et je vais faire en sorte qu'elle continue à travailler pour les 75 années à venir. Une question de l'agence Reuters. Bonjour, Monsieur le Secrétaire. 2 questions, une sur l'Ukraine, l'autre sur Gaza. L'administration Biden a permis à l'Ukraine de frapper des cibles en Russie pour défendre Kharkiv. Cette décision peut-elle être étendue à d'autres cibles plus profondément en territoire russe? Deuxièmement, il a fallu beaucoup de temps pour que ces décisions soient prises. Avez-vous été trop prudent ou bien vos renseignements vous ont-ils donné de nouvelles indications sur la posture nucléaire de la Russie en termes tactiques? Deuxième question, 2/3 de l'aide humanitaire vers Gaza a diminué en raison de l'offensive vers Rafah. Les experts affirment que la situation humanitaire est plus déplorable que jamais sur le terrain. Le président Biden a augmenté l'aide humanitaire
à Gaza récemment. Pourquoi n'y a-t-il pas de changement de la position américaine? Alors d'abord sur la fourniture, sur la question des frappes en territoire russe. Je l'ai dit récemment, nous soutenons l'Ukraine depuis plus de 2 ans et notre ligne a toujours été de nous adapter autant que nécessaire afin de nous adapter à ce qui se passe sur le champ de bataille pour que les Ukrainiens aient ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, pour faire et pour agir de manière efficace. C'est ce que nous faisons en réaction à ce qui se produit dans la région de Kharkiv. Il y a quelques semaines, les Ukrainiens sont venus nous voir et nous ont demandé la permission de frapper avec nos armes pour se défendre contre cette agression. Donc, pour frapper les forces qui se massaient du côté russe de la frontière, afin d'attaquer en territoire ukrainien. Le président a validé l'utilisation de nos armes en territoire russe à cette fin. Quant à ce qui vient, eh bien, nous allons continuer à faire ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire nous adapter au fur et à mesure et ajuster ce que nous faisons avec finesse. Ça a été la ligne de notre engagement et cela le restera. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous voulons nous assurer que nous agissons de manière efficace et déterminée. Nous sommes adaptés, nous avons évolué, nous avons fourni aux Ukrainiens ce dont ils avaient besoin, je l'ai dit à plusieurs reprises. Quant au système d'armes, par exemple, nous voulons faire en sorte que les Ukrainiens soient formés et qu'ils aient les capacités de maintenance pour ces systèmes. Donc il faut voir toute cette affaire de manière globale, de manière complète, c'est ce que nous faisons. Et je crois que tout ce que nous faisons témoigne de notre volonté de fournir aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Quant à la situation humanitaire à Gaza, pour en venir à votre deuxième question, la situation humanitaire à Gaza reste très déplorable. Il y a certains changements positifs, mais ces changements sont limités. Les passages au nord ont été réouverts récemment, y compris celui de Sakim, par exemple. Il y a une route vers la Jordanie, depuis la Jordanie, qui permet à des camions de passer. Le nombre de camions qui arrivent à Gaza actuellement a augmenté. Certes, cela étant, la distribution au sein même de Gaza ne fonctionne pas de manière efficace. Pourquoi? En partie à cause des opérations en cours dans le sud. En outre, les portes de Rafah sont toujours closes. Le président Biden va prendre lien avec l'Égypte pour que le point de passage de Kom Shalom soit rouvert, mais le point de passage reste fermé. C'est l'une des difficultés. Nous continuons à travailler au quotidien sur un autre enjeu, c'est celui de faire en sorte non seulement de mesurer l'arrivée, mais également de mesurer l'impact vis-à-vis de la population. Et cet impact n'est pas suffisant. Cet impact est trop réduit. Des femmes, des hommes, des enfants ont un besoin crucial d'aide humanitaire à Gaza. Mais la situation évolue, nous travaillons de manière très intense pour que les différentes voies d'accès à Gaza soient fonctionnelles et que la distribution sur le terrain fonctionne avec davantage d'efficacité. Voilà, c'est ce sur quoi nous travaillons. Les États-Unis fournissent 70% de leurs armes aux Israéliens. Pourquoi ne pas utiliser ce levier pour faire pression sur les Israéliens? Les conditions sont telles que la distribution de l'aide humanitaire est empêchée. Et c'est ce sur quoi nous travaillons afin que des bonnes conditions soient réunies. Et nous tentons d'obtenir les résultats que j'ai décrits précédemment. C'est ce sur quoi nous travaillons. Henry Foyle du Financial Times. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. L'Ukraine espère et s'attend à recevoir une invitation à rejoindre l'OTAN au sommet. Votre administration ainsi que d'autres pays s'y sont opposés l'été dernier. Quels éléments tangibles pouvez-vous offrir, ainsi que l'OTAN, pour ne pas donner aux Ukrainiens le sentiment qu'on la laisse de nouveau tomber, comme ils ont pu être déçus, de la même manière qu'ils ont été déçus au sommet de Vilnius. Les alliés l'ont dit à Vilnius, lors du dernier sommet.
l'Ukraine deviendra un membre de l'OTAN. Notre but aujourd'hui est de mettre en place les ponts, les voies, les chemins qui permettent de rapprocher l'Ukraine de l'OTAN afin qu'elle finisse par en devenir membre. Je l'ai dit, les ponts seront présentés au sommet, ils seront forts et très bien faits. Il y aura un volet d'aide vis-à-vis de l'Ukraine très robuste vis-à-vis de l'Ukraine. Cela renforcera la coopération et le soutien de l'OTAN à l'Ukraine. Cela permettra d'avancer l'intégration de l'Ukraine et de l'OTAN. L'OTAN va aider l'Ukraine à construire une force qui lui permettra de dissuader et de se protéger vis-à-vis d'autres agressions. Parallèlement à cela, vous verrez également la signature d'autres accords de sécurité bilatéraux. Tout cela confluera, tout cela convergera au sommet et cela permettra d'assurer que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires pour se défendre. Mais cela est un processus. Nous travaillons de manière très méthodique et de telle sorte que nous ayons des résultats, des bénéfices, des plus-values concrètes pour l'Ukraine. Je pense notamment à son accession, à sa voie d'accession à l'OTAN de manière concrète. Le Washington Post. Vous ne parlez pas de politique interne. Merci beaucoup. Vous ne parlez pas de politique nationale ici, mais vous représentez les États-Unis sur la scène internationale. Que dites vos homologues sur le verdict prononcé contre M. Trump? Alors, je n'ai rien à partager sur ce point. Nous avons des conversations diplomatiques qui restent privées, et je tiens qu'elles le restent. Le président Trump a tenté de délégitimer son procès. Il y a un autre cas, une autre affaire judiciaire. C'est celle des poursuites contre Israël à la Cour internationale de justice. Bien, je n'ai pas envie de commenter des décisions et des décisions de nature judiciaire, mais sur la Cour pénale internationale, la décision du procureur de poursuivre Israël est, nous semble-t-il, erronée et nous semble être en inadéquation, car elle semble mettre sur le même pied les chefs du Hamas et les chefs démocratiquement élus d'Israël. Et c'est une honte, me semble-t-il. La réalité, c'est que la CPI a été fondée pour une très bonne raison, afin d'être une cour du dernier ressort, afin d'agir lorsqu'un pays ne voulait ou ne pouvait pas rendre la justice. Il y a donc un principe de complémentarité qui est absolument au cœur des statuts de Rome lors de la création de la CPI. Nous avons, en revanche, en Israël, une branche judiciaire indépendante, active, dynamique, et dans le cas de Gaza, il y a de nombreux incidents qui font l'objet d'enquêtes, y compris d'enquêtes de nature pénale. L'une de ces affaires, notamment, est traitée par la Cour suprême israélienne sur le refus de livraison ou le refus de laisser l'aide humanitaire entrer dans Gaza. Israël, avec ses tribunaux et ses magistrats indépendants, son système démocratique, avec un système de justice efficace, est en mesure de faire la lumière sur toutes les accusations qui sont portées contre ses actions à Gaza. Outre le fait que donc il y a cette complémentarité et les actions d'Israël doivent être jugées par la justice israélienne. Je crois qu'il est très malheureux à ce stade que cette décision ait été prise, car Israël était prête à coopérer avec la CPI tout en ne reconnaissant pas les statuts de Rome. Cela étant, le procureur a décidé de ne pas s'engager de cette coopération. Trump affirme que ce procès est politique et qu'il
que le président Biden tente de manipuler le système judiciaire américain. Eh bien, je dirais que c'est un cas typique de projection de ce qu'il ferait lui-même. Dernière question, Deutsche Welle. Monsieur le secrétaire, vous avez évoqué la Chine, vous avez évoqué le fait qu'elle soutient la Chine, l'économie de guerre russe. Le secrétaire général de l'OTAN a affirmé que sans l'aide chinoise, la Russie n'aurait pas été en mesure de mener sa guerre. La Russie n'aurait pas été en mesure de mener sa guerre contre l'Ukraine. Êtes-vous d'accord et qu'envisagez-vous de faire? Oui, eh bien, tous les alliés en ont fait état avec consternation. Nous avons déjà agi contre les entités chinoises impliquées pour aider la Russie à éviter les sanctions et qui soutiennent la base de défense et industrielle russe. Nous avons sanctionné d'une manière ou d'une autre plus de 100 entités chinoises d'ores et déjà et nous allons continuer à le faire. De ce que j'ai entendu aujourd'hui, les Européens sont également saisis par cet état de fait et je m'attends à ce qu'un certain nombre de mesures soient prises par les Européens et par l'Europe. J'en reviens à ce que j'ai dit précédemment, à mes homologues chinois. La Chine soutient la Russie et cela fait une différence énorme sur le champ de bataille. Et la Chine ne peut pas prétendre avoir de meilleures relations avec les États européens tout en alimentant ce qui me semble être, et ce que les Européens croient être, la plus grande menace vis-à-vis de leur sécurité depuis la fin de la guerre froide. Et je crois que cela aura des conséquences à l'avenir. Je vous remercie. Voilà donc pour cette conférence de presse donnée depuis Prague par Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, conférence de presse que vous avez suivie à mes côtés sur ce plateau Général Trinquant. Antony Blinken vient donc confirmer l'avancée des Américains. Ils acceptent de laisser Kiev utiliser des armes qu'ils leur fournissent pour frapper directement la Russie sous certaines conditions, puisqu'il est question de défendre seulement Kharkiv à l'heure actuelle. Mais dans tous les cas, ça veut dire que les Alliés sont en guerre aujourd'hui directement avec la Russie. Non, ça veut dire qu'ils fournissent des armes aux Ukrainiens et leur donnent l'autorisation d'utiliser leurs armes. Là, je parle pour les Britanniques et les Français, comme ils l'entendent, y compris en Russie, pour les Américains, de mettre des restrictions à l'utilisation des armes. De quelles armes on parle? Alors on parle pour les Français et les Britanniques, ce sont les Scalp et Storm Shadow, qui sont des missiles de croisière qui sont envoyés à partir d'avions et qui vont relativement loin, 250-300 km. Pour les Américains, ce sont des armes terrestres, donc des lance-missiles qui permettent de tirer à 150 km. Donc voilà ces armes-là. Je pense que la restriction qui est apportée par les Américains, qui ont mis très longtemps avant de se décider, justement, changera. Ils avaient hésité aussi parce que ça pouvait être considéré comme une co-belligérance de la part de la Russie. La co-belligérance, je le rappelle, c'est un mot russe. Ça n'existe pas en termes juridiques. Donc ne parlons pas le langage russe. Il n'y a pas, on est belligérant ou on n'est pas belligérant. L'Ukraine a été attaquée par la Russie, article 51 de la Charte des Nations Unies. Elle a le droit de se défendre et nous avons tous le droit de l'aider à se défendre. Ce qui ne fait pas de nous des belligérants tant qu'on n'a pas des armées qui sont face à la Russie. Voilà. Le fait que la décision ait pris du temps à être approuvée, ça prouve général qu'il y avait quand même une très forte réticence, voire des inquiétudes de la façon dont les Russes pouvaient percevoir. Oui, alors de la part des Américains, il y a toujours beaucoup de craintes. D'abord parce que, évidemment, ce sont deux puissances nucléaires et que la Russie et les États-Unis, plus exactement, ne veulent pas se retrouver directement face à la puissance nucléaire russe. Ça, c'est le premier point. Il faut se souvenir que le premier jour de l'attaque, la réponse des Américains n'a pas été « nous soutenons l'Ukraine ». Ça a été de remballer leur ambassade, leur conseiller et demander à Zelensky de quitter l'Ukraine. Donc cette timidité, elle est depuis le 24 février 2022. Peut-on imaginer, par exemple, puisqu'il y a eu une délégation de la CIA qui est allée à Moscou au mois de novembre ou décembre 2021, donc avant l'attaque, pour dire « attention, nous savons ce que vous préparez ». Imaginez seulement qu'à ce moment-là, les Américains ont dit « ne le faites pas, sinon on rentre en guerre tout de suite ».
Là, ça aurait montré une vraie volonté d'arrêter les choses. Non, l'engrenage a été mis en place. C'est M. Poutine qui, depuis 2 ans et demi, mène par le bout du nez tous les alliés occidentaux en disant les lignes rouges. Là, enfin, on commence à les retirer. Il s'est dit il y a à peu près une dizaine de jours favorable à une négociation et il n'est pourtant pas invité au sommet de la paix qui se tient dans une quinzaine de jours en Suisse. Est-ce que là, c'est pas une occasion manquée de réunir et Zelensky, le président Poutine? Alors, je ne pense pas, parce que les conditions que M. Poutine mettrait à la négociation, c'est j'ai annexé 4 oblats, ils deviennent russes, la Crimée devient russe, et puis on laisse tranquille et on discute des mesures de sécurité pour l'Ukraine sur le long terme. Donc on n'en est pas là. En revanche, la réunion qui va être à Lausanne au mois de juin, qui peut être intéressante, c'est que l'Ukraine va être avec les Alliés. Et là, les Alliés vont peut-être lui dire jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller. On a clairement l'impression, dans ce que font les Américains en mettant des limites à l'utilisation des armes à longue distance, qu'ils veulent bien que l'Ukraine ne perde pas, mais ils ne veulent pas que la Russie perde et que les Ukrainiens gagnent. C'est extrêmement compliqué comme situation. Ça veut dire, on va vous apporter votre protection, mais peut-être qu'on ne vous aidera pas jusqu'à la reconquête complète de la Crimée, par exemple, parce que ça serait trop pour M. Poutine. Donc on en est dans cette... Et je pense que les discussions de Lausanne vont être intéressantes sur ce point. Est-ce que ce n'est pas une erreur de ne pas avoir invité le président russe? Non, parce que je le répète, aujourd'hui, lui dirait, moi, voilà, je ne discute que de mes conditions. Et ces conditions ne sont pas acceptables par l'ensemble des Occidentaux. Et donc, il va falloir que les Occidentaux se mettent d'accord. Dans le discours du président Poutine, du secrétaire d'État Blinken, je trouve qu'il y a un point très intéressant, c'est que là, vraiment, il accuse la Chine. Il accuse la Chine et il dit que les Européens vont prendre des mesures. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Avant, c'était des sous-entendus. C'était la Chine ne faites pas, essayez de ne pas faire, etc. Et là, c'est clairement, d'accord, vous ne fournissez pas des armes, mais vous fournissez des sous-ensembles qui vont permettre de faire des armes. Et donc ça, il n'en est pas question. Le deuxième point que je trouve intéressant dans cette présentation, c'est qu'il ne parle pas de l'Europe. Or, je rappelle que l'Europe a donné autant de moyens, pas militaires, mais autant de moyens financiers que les États-Unis. Et là, il parle aux membres de l'OTAN. Or, le processus de Ramstein, c'est pas que l'OTAN, ceux qui fournissent des moyens. Il y a 50 pays. Donc, vous voyez que ça dépasse beaucoup. Mais là, il affirme sur le noyau dur que représentent les États-Unis et l'OTAN pour préparer la grande réunion du mois de juillet prochain, voilà, des 75 ans. Il sera peut-être sans doute question, il le dit en tout cas, d'accélérer le rapprochement avec l'OTAN. On va voir dans un instant ce que ça veut dire. On va juste réécouter un extrait de cette prise de parole et on se reparle. Pendant le sommet, nous prendrons des mesures concrètes pour rapprocher l'Ukraine de l'OTAN et nous assurer qu'une voie est ouverte à l'adhésion et que le processus soit bien mené. L'OTAN va aider à construire les futures forces ukrainiennes, qui soient dissuasives à toute agression et puissent se défendre quand c'est nécessaire. Nous allons faire avancer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ça veut dire quoi, faire avancer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? Ça veut dire une adhésion accélérée? Alors, ce qui est intéressant, c'est la description des accords bilatéraux. Il a annoncé qu'il y en avait déjà 11 qui ont été placés. Je pense qu'il espère que pour la réunion de Washington, tous les pays de l'OTAN auront un accord bilatéral avec l'Ukraine. À ce moment-là, ça permettra de dire, vous voyez, il n'a pas rejoint l'OTAN en tant qu'organisation, mais il y a des accords avec tous les pays. Et donc, on a beaucoup avancé sur l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Je pense que c'est une mesure optique, si vous voulez, pour montrer que tous les pays de l'OTAN sont en soutien de l'Ukraine, même si l'Ukraine n'est pas encore rentrée dans l'OTAN, ce dont on sait qu'aujourd'hui, c'est un point qu'il faudrait aborder avec la Russie et qui ne peut pas être abordé avec la Russie. Et très rapidement, Général, ça voudrait dire qu'on ferait une exception pour l'Ukraine qui ne remplit pas tous les critères pour une adhésion à l'OTAN, mais on ferait exception? Non, au mois de juillet, on ne fera pas exception. On dira simplement qu'on s'est beaucoup rapproché, mais que ça sera une prochaine étape. Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de suivre cette conférence sur France 24. Restez avec nous pour la suite de ce Tour du Monde.